Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cet après-midi du séminaire Climat de soins, qui fait suite à une matinée déjà bien intense, avec le rendu des DIU philosophie, éthique et design, qui ont eu lieu ce matin ici, et qui seront à disposition bientôt dans le Labo Furtif, qui est notre lieu en ligne où vous pouvez consulter un peu les différentes activités que nous avons, j'allais dire, en parallèle et en complément de ce qu'on fait avec la chaire de philosophie à l'hôpital. Alors, le séminaire Climat de soins, que j'ai la chance de diriger, c'est le nom d'un programme, Climat de soins, qui est intégré à la chaire de philosophie à l'hôpital, GHU, psychiatrie et neurosciences, qui a été fondée par Cynthia Fleury, ici à mes côtés. Et ce séminaire, il a une particularité, c'est qu'il fait chaque fois qu'il arrive, qu'il surgit, il fait la place à un travail de chercheur, il fait la place à un travail de terrain, il fait la place à une performance artistique et il fait la place à une ouverture sur le sujet qui est choisi. Donc on est déjà passé par le hameau du Palais de Tokyo, où on a pu parler de la question de l'émancipation. On est passé par l'université de Rio, où on a pu parler, expérimenter ce qu'était la praxis. Et aujourd'hui, on va travailler sur la question des institutions et de la santé mentale, et plus particulièrement des musées de la santé mentale. Pour info, le prochain séminaire Climat de soins aura lieu dans une scène nationale qui se situe à Saint-Médard, et on travaillera sur comment on peut soutenir le vivant qui est en nous, puisque cette scène nationale est le premier théâtre en France à avoir embauché une maraîchère et à avoir donc un jardin qui est lié au théâtre. Alors, le séminaire Climat de soins, il a une particularité, c'est qu'il surgit là où le soin est appelé. Et on ne sait jamais vraiment où et quand c'est. C'est un peu notre recherche, notre quête. Donc on s'est dit qu'avec le musée Carnavalet, il y avait eu cet appel, puisqu'on a fait un grand projet pendant 1 an sur la question justement du musée de la santé mentale. Et l'équipe du musée, que je remercie, Valérie, sa directrice, Noémie, directrice des publics, et toutes les personnes qui ont pu soutenir ce projet, nous ont invités à faire le séminaire ici, et on s'est dit que c'était un bel endroit pour vous réunir tous et toutes. Alors, au programme de cet après-midi, on va avoir une introduction de Cynthia Fleury sur la question des institutions. Ensuite, on va avoir un partage par Sophie Tunus, qui est chercheuse, qui nous vient de Belgique, de Louvain, et avec qui on a eu la chance de débuter un projet il y a quelques années de documentaire sur des lieux de lien, qui sont des lieux à Bruxelles d'accueil sans condition. Et donc j'en dis pas plus, mais Sophie va nous partager ça. Et je suis très heureux qu'elle puisse le faire ici aujourd'hui. Et le partage de terrain, ce sera l'équipe du projet de ces 1 an, Carnavalet, Noémie, Marcella aussi, ingénieur du projet, et puis Ambre Pancard, qui a travaillé avec nous à la fois sur, j'allais dire, la conduite et le soutien des équipes pour des expérimentations en cours ou nouvelles, qui vous seront partagées, et puis aussi cette étrange boîte magique qui a été créée à l'occasion de ce projet, un peu comme un Ready to Care. On va vous raconter un petit peu ce que ça veut dire. Et enfin, sur la partie plus artistique, donc les élèves du DU ont choisi de faire quelque chose, de performer quelque chose, et je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc ce sera la surprise, avec aussi l'exposition qu'ils ont mis en place derrière pour les découvrir. Donc que ce soit un lieu d'échange et de partage cet après-midi, et je passe la parole à Cynthia avec grand plaisir.
Merci, merci Antoine. Moi je vais faire une courte introduction et puis qui sera peut-être reprise par Antoine. Je me rends compte d'ailleurs que j'aurais pu faire une généalogie un peu du concept d'institution et en philosophie politique, etc. Bon, j'ai pas du tout fait ça, donc comme ça, hein, voilà, c'est trop tard. Pour une prochaine fois peut-être. Non, j'ai été plus générique sur la question de l'institution, donc un peu extensive, mais c'est pas grave. Je vais essayer de partager un peu des grands invariants de ce qu'est une institution. Deuxième temps, de montrer quand même ce que j'ai défendu dans la clinique de la dignité, c'est-à-dire que malgré tout, on avait un retour de la modernité institutionnelle comme fabrique systémique de modes dégradés, de situations indignes, donc il faut quand même en dire quelque chose, parce que je pense que les crises institutionnelles dans lesquelles nous sommes ne sont pas théoriques, si vous voulez, elles viennent d'une expérience particulière, pour certains de maltraitance ou de négligence, et que c'est issu aussi de ça, la crise, c'est issu d'un corps malmené et de valeurs malmenées. Et puis, dire un tout petit point sur une institution culturelle, même si pour moi les institutions ont beaucoup en commun, et on voit tout de suite que c'est l'invariance des institutions qui est plus fort que leur champ disciplinaire, et que en fait une institution de la magistrature est assez proche d'une institution hospitalière qui est assez proche d'une institution d'un musée, alors que sur le papier ça paraît assez hermétique, et en fait c'est beaucoup plus poreux que cela. Donc qu'est-ce que c'est que de fabriquer du commun? Parce que c'est aussi ça, l'institution. L'institution, elle est un dispositif d'espace-temps très particulier qui est de fabriquer du commun et normalement d'assurer une temporalité, de durée. Et donc on voit très bien qu'on vient proposer des schémas temporels, de temporalité, puis des schémas de spatialité, et qu'une institution est le dispositif un peu générique de qu'est-ce qui va durer et comment spatialement on peut habiter cette durée. Et c'est un peu ça, de manière générique, une institution. Et on voit très très vite comment on ne peut pas faire sans les institutions, puisque ce sont des modalités communes d'habiter l'espace et d'habiter le temps. Donc, c'est pas rien quand elles sont malades ou quand elles nous rendent un peu malades. Donc, ces questions d'institution, donc une institution, donc elle se réduit jamais à ni une organisation, ni un appareil administratif, hein, elle constitue ce qu'on pourrait dire, au sens d'Arendt, un dispositif de stabilisation du monde social, du monde social et économique et politique. Et donc, elle va nécessairement articuler des normes, des pratiques et des imaginaires. Et elle va rendre possible, je l'ai dit, une manière d'habiter l'espace et une manière d'assurer une continuité dans la temporalité. Elle va produire normalement du sens commun, donc c'est son objet. Elle va instaurer une continuité historique, donc c'est la question de la durée. Et quand on fabrique quelque chose dans une institution, ben, c'est pas le même destin de durabilité et de soutenabilité que de fabriquer quelque chose hors de l'institution. Donc on est nécessairement dans un régime de temporalité où on vient faire, on pose quelque chose pour que d'autres s'en saisissent. Donc d'une certaine manière, est-ce que Ricoeur avait pensé dans la notion d'institution juste, c'était aussi ça, c'était d'instaurer ce qu'il appelle une éthique, ou ce que Lévinas appelle une éthique de la promesse, hein, c'est-à-dire que ça fait lien vers demain. Hein, donc c'est pas simplement ici et maintenant, c'est le pas de plus et dans le fait qu'on s'accroche
dans une durée. Et surtout, ça rend possible, on en parlait beaucoup, on a dit ce matin, viens comme tu es, en reprenant hélas un adage d'une, comment je vais nommer cette chose, d'une instance, parce que c'est pas une institution, mais c'est presque une instance d'alimentation, nourrissante, by the way, et qui joue sans doute de son jumelage avec le territoire nourricier et le fait d'accueillir et d'être hospitalier. Il n'empêche que, viens comme tu es, je crois que les institutions culturelles, c'est cela, et c'est devient autrement. En tout cas, on est normalement dans une institution, et qui plus est une institution culturelle, une fabrique des ethos, des gestes, des manières d'être. Et je crois qu'Antoine et moi, on est assez attachés à cette définition de l'éthique qui ne vient pas simplement s'intéresser aux valeurs, aux normes, aux principes, mais qui s'intéresse à la question de la constitution de gestes, de la constitution au sens aristotélicien de disposition, d'exis, hein, et puis d'éthos, de manière très littérale, c'est-à-dire des actes, des postures, des manières de faire, voilà. Et ça, les institutions sont dépositaires de ça, elles designent des comportements. D'autres diraient plus gentiment, elles éduquent, d'autres plus violemment diraient, elles dressent, elles disciplinent. On va essayer de penser à un mitoyen qui est tout simplement que dans une institution, oui, on apprend à tenir son corps et sa manière d'être différemment. Et c'est vrai qu'on oublie souvent qu'une démocratie, on dit souvent qu'une démocratie c'est un régime de parole, à juste titre, c'est un régime donc cérébral de parole, mais on oublie que c'est un régime des corps, si j'ose dire, parce que même pour se parler, il faut s'écouter, il faut se tenir droit. C'est plus du tout comme ça, si je parle comme ça, ben, c'est pas pareil, quoi. Et on comprend que, hélas, quand on parle, en fait, c'est un corps qui parle. C'est une manière de se tenir. Je m'adresse à vous. J'essaye de vous regarder, etc. Et donc, si vous voulez, comme on est très cérébré, mais en fait décérébré et presque désensorialisé, on oublie que, voilà, nous fabriquons, alors à l'école et d'autres, hein, je reprends du Foucault autrement, qui souvent le dit de façon dure en disant que l'état de droit est d'abord une fabrique des corps et que l'école c'est la caserne et que, comment dire, après c'est l'entreprise. Oui, mais pas que. Hein, c'est aussi, à un moment donné, le fait de designer un comportement. On l'a dit, il y a aussi ce matin, quand Kenneth Arrow a été cité par un de nos je crois que c'était notre juriste, qui a parlé en rappelant que toute institution, en fait, reposait sur ce qu'on appelle des infrastructures invisibles, d'une certaine manière, c'est-à-dire pas que les infrastructures visibles qui sont les règles, les bâtiments, la fonctionnalité d'une institution, donc ça c'est une charpente visible, mais il y a une charpente invisible des institutions, et Kenneth Arrow avait nommé ces institutions invisibles, effectivement, la confiance, la légitimité, la question de l'autorité. Et là aussi, hein, ce sont confiance, légitimité, autorité, ce sont des valeurs de la temporalité. Ce sont des valeurs qui, en fait, nous font voir plus loin. L'autorité, c'est augérer, c'est augmenter. La confiance, c'est je te dis quelque chose à l'instant T et je peux m'arrimer à je pense à Eric avec ses architectures Amar, ben je peux m'arrimer, entre guillemets, à ce qui est dit pour quelque chose qui pourrait arriver demain. Et donc ça crée bien évidemment une communauté dans la verticalité du temps. Et puis les institutions, et notamment les institutions muséales,
sont des institutions de légitimation. Je vais y revenir. Je suis désolée. En espérant que ça ne va pas continuer. Donc, sont des institutions de légitimation, et je reviendrai sur cette question de ce qu'on appelle notamment chez Fricker et chez d'autres les injustices épistémiques, où on voit très bien que longtemps les musées sont venus raconter une certaine histoire et pas une autre, et que bien évidemment chaque musée vient légitimer ce qui devient connaissance pour tous. Elle vient reconnaître une connaissance. À partir du moment où un musée donne à voir une connaissance, il la reconnaît. Il la reconnaît comme étant du commun, comme étant potentiellement un récit qui va venir nous charpenter également. Alors, ça me paraît important, puisque je vous disais, les configurations contemporaines tendent à devenir le lieu d'une production systémique de situations indignes. Et cette dérive, hélas, ne relève pas que d'accidents isolés ou d'insuffisances, mais elle relève d'une désarticulation un peu plus constante entre des normes et des pratiques, des valeurs et des pratiques, entre des finalités et en fait des conditions effectives de travail. Et résultat, vous avez une institution qui cesse d'être structurante, édifiante, qui cesse, même si je reprenais une modalité de la psychanalyse, qui cesse de nous étayer, qui cesse d'être une structure d'étayage pour justement devenir plus pathogène, parce qu'elle va produire de la défiance, elle va produire de la désaffiliation, et ça de plus en plus, hein, les individus, ça se passe à l'hôpital, mais pas que, arrivent dans l'institution, vivent une expérience plutôt problématisante au sens littéral du terme, c'est-à-dire c'est pas une problématique, ça me donne à penser des choses, mais plutôt à vivre des choses qui me mettent mal. Alors, on discutait ce matin de la notion d'embarras, l'inconfort, c'est tout à fait intéressant comme mode de déplacement, mais l'inconfort, c'est pas la maltraitance. Et donc, comment on fait pour que on se déplace et qu'on quitte un peu et qu'on revienne, si j'ose dire, à des institutions qui vont avoir l'exigence d'une production de ce que je pourrais appeler, mais d'un commun qualitatif. Donc, on pourrait croire normalement qu'en disant commun, c'est immédiatement qualitatif. Bon, c'est pas, hélas, toujours le cas. Donc le but, c'est de voir comment nos institutions peuvent de nouveau participer de la restauration d'un commun qualitatif et non pas de modes dégradés, sachant que les modes dégradés, qui sont devant nous, hein, on a une ère, entre guillemets, de grande expérience de vulnérabilité systémique, réchauffement climatique, inondation, ressources, fossiles en berne, et donc demain des accès qui vont être de plus en plus complexes. Et je ne veux pas faire un continuum direct entre les modes dégradés et la vie dégradante, non. Mais il n'empêche que il va falloir quand même être plus agile. Et oui, nos institutions, nous tous, nous allons être dans nos vies personnelles et dans nos communs de plus en plus confrontés à ces modes dégradés. Et donc si nous ne sommes pas entraînés à produire un certain type de résilience et à faire en sorte que, tiens, quand tout d'un coup, on ne peut pas utiliser l'électricité, se chauffer, que sais-je, des choses comme ça. Hein. Vous vous souvenez, un mode dégradé, c'est des choses basiques. Hein. Mais si demain, le fait que vous avez une électricité qui devient extrêmement chère, et donc en hiver, on ferme l'école et on ne reçoit plus les élèves, ce qui s'est passé il y a encore 1 an et demi ou 2 ans, je ne sais plus, ou l'année dernière, ok, très bien, mais comment on continue d'assurer la continuité pédagogique? Parce que c'est quand même ça l'enjeu, si vous voulez.
Donc ça veut dire, ok, il y aura un mode dégradé, mais il va falloir produire encore plus d'inventivité, il va falloir produire encore plus d'ingéniosité, d'agilité. Donc il faut s'entraîner, il faut produire. D'où nous aussi, hein, quand on a défendu les preuves de soins, les proof of care, une des premières données des proof of care, c'était la frugalité. C'était le proof of care et les preuves de soins, c'est d'abord toujours là où il y a le plus de vulnérabilité et là où il y a moins de moyens. Parce que tout le monde sait à peu près faire des expérimentations avec beaucoup d'argent et que des gens compétents. C'est pas très compliqué. Comment on fait quand on est vulnérable et qu'on veut devenir des agents de transformation de sa vie et de la vie de la société. Et c'est ça, nous, notre objet. C'est vraiment ça. On est tous vulnérables, et demain, on va l'être encore davantage. Et comment on va continuer pour autant d'être des agents transformateurs, et comment l'institution va nous y aider. Donc, comment elle va nous permettre de continuer d'habiter l'espace et de nous projeter dans le futur. Voilà. Et comment ça crée un ethos commun. Bon. Donc, une institution, alors plusieurs, comment faire institution autrement, rapidement. D'abord, je pense être une instance de restauration des régimes attentionnels. Je pense que nous avons des régimes attentionnels saturés, fatigués, érodés, abîmés, vous le dites comme vous voulez. Il faut que l'institution culturelle résiste à cela. Il y a plusieurs manières pour résister à cela. Mais malgré tout, réinscrire le corps dans une autre temporalité, je pense que c'est important de produire ça. C'est pas simple, parce qu'on a tous vu, et on s'est tous vu les premiers en mode hyper mécanique, de je te rentre dans le musée, je t'enfile comment ça s'appelle, les salles, je repars avec mon ouvrage et salut. Est-ce qu'on a envie de faire que ça? Je dis pas qu'il faut absolument annuler ça, parce que parfois il faut faire un peu d'entrisme. Mais malgré tout, le but, c'est quand même de se réintégrer dans des rythmes qui sont plus ouverts, dans des rythmes qui sont plus vastes que ça, qui sont moins aliénants. Et on récupère du temps propre. Et tant pis si ça coince un peu, etc. Mais au moins, on peut proposer aussi cela, de dire on travaille à la restauration de régimes attentionnels plus qualitatifs. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on est une instance, je l'ai dit, de réparation des injustices épistémiques. Donc on est une institution de reconnaissance, là aussi, qui ouvre, qui va aller intégrer des savoirs sans doute délégitimés et qui s'intéresse là aussi, nous on a fait ça, par exemple, en reconnaissant les savoirs expérientiels des patients dans l'univers hospitalier, mais il y a à transférer, il y a ce genre de choses dans le musée. Être une institution, ça a été dit ce matin avec la jolie tête de Winnicott, oui, être une institution d'air, A-I-R-E, transitionnelle, parce que c'est l'air transitionnel, c'est tout simplement des lieux où, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on vient avec soi-même et on devient un autre. Si vous prenez en langage ricoeurien, c'est j'arrive, je suis vaguement idem, moi-même, et puis je vais aller vers quelque chose qui est plus ipsé. Donc déjà, je suis un peu l'interprète de moi-même, mais sinon, on sait très bien que tout processus de subjectivation a besoin de produire des interactions de qualité. Et la bonne nouvelle, c'est que au musée, on travaille avec ce que disait Arendt, des objets stables. C'est-à-dire des objets qui ne sont pas les objets dévalorisés du monde commun, qui sont des objets obsolescents, qui ne tiennent pas la route, etc. C'est l'objet sujet, c'est l'objet qui me permet c'est l'objet œuvre. Donc bien sûr que ce n'est pas du tout au même endroit. Je pense malgré tout que, indépendamment d'être une institution de ces reconnaissances des injustices épistémiques, de cette institution transitionnelle, de cette institution attentionnelle, il y a la question de l'institution d'un régime de véridiction, c'est-à-dire que c'est pas n'importe quel régime de véridiction, c'est un lieu de savoir, c'est un lieu d'argument, c'est un lieu
qui n'est pas qu'un lieu d'expression des opinions des uns et des autres, c'est un petit peu plus que ça. On essaye de constituer des savoirs légitimés et un peu robustes, un peu documentés, etc. Donc ça, c'est quand même d'être une institution de véridiction, et dans un régime de post-vérité délirant, que nos institutions se ressaisissent d'être des régimes de véridiction, je pense que c'est malgré tout très important. Et puis c'est une institution de soins au sens large, là encore, parce que créer ce consentement au prendre soin de soi-même et des autres, ça reste là aussi une dimension importante. Alors pour réellement conclure, vous dire que nous à l'HR, c'est juste de partager des tout petits éléments de référence, comment faire institution autrement. On est véritablement des enfants de ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle, donc vous renvoyez encore et toujours vers ce que d'autres ont longtemps expérimenté. Et qu'est-ce que c'est la psychothérapie institutionnelle? C'est les notions d'ouverture, c'est les notions d'interdisciplinarité, c'est les notions de constellation, c'est les notions de fonction soignante en partage, c'est les notions de réflexivité sur les pratiques. On l'a vu là aussi, de générativité du vulnérable, etc. Et puis d'utiliser vraiment, je crois, les outils de ce qu'on peut appeler les humanités médicales, les humanités cliniques. Les humanités cliniques, c'est tout simplement l'ensemble des sciences humaines et sociales qui viennent nous aider à consolider le diagnostic, quel qu'il soit, et puis qui viennent nous aider à consolider le protocole thérapeutique. C'est-à-dire on ne fait pas que du diagnostic des vulnérabilités et d'être un outil de savoir, on est quelque chose qui retourne le stigmate. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de dire ce matin, avec une approche capacitaire de cette vulnérabilité. Et à ce moment-là, on va aller sur des protocoles thérapeutiques, des protocoles à inventer, à co-designer avec différents agents. Et c'est vrai qu'en dernière instance, le musée est un lieu de toute façon qui a toujours accueilli la vulnérabilité au sens de la rareté, au sens du fragile, et on voit bien comment c'est quelque chose qui nous montre à quel point la vulnérabilité nous transforme et nous oblige à produire en fait une certaine connivence, une certaine posture, une certaine manière d'être pour justement faire en sorte que cette vulnérabilité ne soit pas disparaissante et au contraire soit un levier de connaissances et de partage avec les autres. Voilà, un peu, donc c'était très générique, c'était pas forcément les institutions politiques, voilà, mais je pense que ce qu'il y a un petit peu en commun dans nos institutions, c'est ces restaurations, encore une fois, des espaces-temps qualitatifs, un peu forts. Et maintenant, je donne la parole à Antoine et à la suite du climat de soins. Merci beaucoup. Alors, on va continuer avec notre programme. Sophie, je crois que c'est ton temps. Je veux dire, le théâtre, la question sur le théâtre, c'est, oui, il y aura une tournée. Il y aura une tournée en province et il y aura sans doute un nouvel acte aussi. Il y aura à la fois du féminin, mais il y aura un nouvel acte masculin. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors merci beaucoup pour l'invitation, évidemment. Merci pour votre accueil.
Je m'appelle Sophie Tunus, je suis chercheuse et professeure à l'UC Louvain, sur le campus de Bruxelles. Alors, vous m'entendez bien comme ça? Parfait. Je suis particulièrement heureuse de vous parler aujourd'hui dans un musée qui me semble être un endroit particulièrement propice pour vous parler de lieux de lien et de recherche communautaire. Ce sont les deux thèmes de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, car j'ai effectivement décidé de vous raconter une histoire, celle d'une recherche qui est devenue communautaire et qui a accompagné la réalisation d'un film documentaire signé par Maya Duverdier et Jo Rohan. Alors, ce film, il a été réalisé avec des lieux de lien, comme Antoine l'a dit tout à l'heure. Des lieux de lien qui sont donc des espaces communautaires bruxellois, dont je vais vous parler davantage, dont les membres ont une expérience de la psychiatrie. Alors, une des motivations pour réaliser ce film, il y en a plusieurs, mais une de ces motivations, c'était de parler de santé mentale, de parler de stigmatisation et de parler de désinstitutionnalisation à partir de la parole des personnes concernées. Du coup, je veux partager mon histoire avec le film qui porte la parole des personnes concernées. Et je veux commencer tout de suite par quelques extraits qui sont issus du tournage de ce film pour vous introduire au lieu de lien et pour vous immerger aussi tout de suite dans ces moments de recherche communautaire que nous avons menés avec les membres des lieux de lien. Ensuite, je reprendrai le récit qui est en fait mon récit, de mon point de vue de chercheuse de ces moments de recherche communautaire. Moi, j'aime l'arrêt au beurre et comme endroit, plutôt la ville et les Ardennes, et la campagne. Moi, j'aime bien les badins plantains. J'aime la forêt. Moi, j'aime l'américain frites et j'adore la mer. Moi, je suis spaghetti bolognaise et j'adore les champs de blé. Je suis poisson grillé et montagne. Vous pouvez prendre vos choses hein, si vous préférez, n'hésitez surtout pas. Moi, j'ai directement plongé dans les lieux de lien. Je n'ai jamais fait de tout de jour. Par contre, pour voir comment ça fonctionnait, parce que parfois je me dis, allez, je ne comprends pas trop bien. Et moi, je dis heureusement que je n'ai jamais fait un hôpital de jour, par exemple. J'aurais pas pu tenir le coup, parce que c'est infantilisant à mourir. On te parle comme si tu avais 5 ans d'âge mental, alors que... Et je trouve qu'il y a encore un côté stigmatisant dans ces structures-là, que nous, dans les lieux de lien, justement, on se bat de 3000% pour déstigmatiser notre coin spécifique, qui est génial, en fait. Je crois aussi le fait de laisser la volonté de la personne d'aller ou pas d'aller, l'après-midi, le matin, Voilà. 1h, 3h, 10 minutes, font que le lieu est vivant. Moi, ce que j'ai cherché tout au début dans oui, pas des lieux de lien parce qu'il n'y en avait pas encore, donc dans la maison de quartier ou voilà, c'est de pouvoir aller à un endroit et se poser, je veux dire, boire une tasse de café et être là justement, d'avoir aussi dans ces espaces des rythmes, mais aussi des espaces où on peut aller sans rien faire en fait, et être soi en fait, et être simplement là. S'il te plaît. Qui veut un café? T'en veux un moment? T'en as encore? J'ai une tournée, hein. S'il te plaît. Alors, je vous ai promis une histoire, je vais vous la raconter. Elle s'intitule donc « Devenir communautaire
comment j'ai redécouvert la recherche avec des personnes concernées par la psychiatrie. Je suis chercheuse en sciences humaines depuis plus de 15 ans et professeure en santé publique dans une université où j'exerce des fonctions institutionnelles. Je vais vous raconter comment j'ai redécouvert la recherche au cours des 3 dernières années grâce au travail communautaire mené avec des personnes qui ont une expérience de la psychiatrie. Ces personnes sont membres de lieux de lien, des espaces communautaires bruxellois. Elles ont participé à un projet de film documentaire mené avec une équipe multidisciplinaire composée de cinéastes, de designers, dont Antoine, d'anthropologues, de philosophes et de sociologues. Les lieux de lien sont des espaces ouverts et co-gérés, dans lesquels on peut se poser et, si on le désire seulement, organiser et participer à des activités artistiques, sociales et culturelles. Ces lieux de lien sont libres et faciles d'accès, car situés au centre-ville ou à proximité. Ils accueillent toute personne qui désire s'y joindre, indépendamment de son statut social ou des problèmes de santé mentale ou de santé physique qu'elle rencontre. La plupart des membres des lieux de lien ont été en contact avec la psychiatrie ou des services de santé mentale au cours de leur vie. Mais les lieux de lien n'ont aucune ambition clinique et les catégories du savoir médical y sont volontairement mises de côté. On n'y parle pas de diagnostic, par exemple. À Bruxelles, le développement des lieux de lien s'est accéléré au cours des dernières années. Leur développement s'est accéléré pour lutter contre l'isolement social et la stigmatisation de la santé mentale. Il en existe aujourd'hui une vingtaine qui sont installés à différents endroits de la ville. Depuis 2023, 4 lieux de lien que vous voyez représentés d'une manière ou d'une autre ici, ont participé à un projet de recherche et création associant un travail cinématographique, des ateliers de design et des moments de recherche. Les lieux de lien participants, je les nomme, l'Espace 51, le Club 55, le Babelzine et le Club Nord-Ouest, se sont volontairement engagés dans le projet suite à une réunion d'information. Alors, je rentre maintenant dans le projet, avec le travail cinématographique d'abord. Le travail cinématographique a consisté en période d'immersion au sein de chaque lieu, pendant lesquels les membres étaient filmés et se filmaient eux-mêmes avec des caméras mises à leur disposition. Les membres pouvaient aussi filmer et se filmer en l'absence de l'équipe cinéma, grâce à des dispositifs mobiles de capture d'images que nous avons appelés les caméras mobiles. Il existe 4 caméras mobiles. Alors, il y a par exemple la caméra fautillard. La caméra fautillard est donc une petite caméra enlacée au corps rond d'un thermos à café. Mais il y a aussi la caméra 2, qui désigne 2 petites caméras qui sont perchées sur les accoudoirs de fauteuils qui se font plus ou moins face, dans lesquels les personnes peuvent s'installer et se regarder. Ces caméras mobiles ont été réalisées avec les membres de lieux de lien au cours d'ateliers de design qui ont été coordonnés par Antoine. Le but, c'était de développer un regard plus proche de l'expérience des membres, différent du regard cinématographique et surtout à même de capter le lien, de rentrer dans la relation qui s'établissait entre les membres. Ces ateliers ont eu lieu parallèlement à la première phase de tournage qui a permis de réaliser un court-métrage. Donc ça c'est important, c'était vraiment une étape de travail en fait sur la voie du film documentaire, donc un court-métrage d'abord en 2024. Vous verrez, j'y reviendrai ultérieurement. Ensuite, on a réalisé une seconde phase de tournage qui a donné lieu à un film documentaire long qui est intitulé La Bienvenue et qui a été achevé au printemps 2025.
La recherche, maintenant. La recherche s'est intercalée entre les périodes de tournage. Au départ, nous avons rechigné à qualifier cette recherche de participative, tant ce terme a été instrumentalisé pour légitimer la production de savoirs scientifiques sans questionner véritablement les conditions dans lesquelles la parole de tous et de toutes peut s'exprimer. Quant à la recherche communautaire, ce terme de recherche communautaire, nous n'y avons simplement pas pensé au début parce que nous ne l'avions jamais pratiqué. À vrai dire, au départ, on a tout simplement tenté de penser, de concevoir une recherche aussi partagée que possible, fondée sur des moments de rencontre entre des chercheurs, des chercheuses, des designers, des cinéastes et les membres des lieux de lien, dont certains et certaines ne se connaissaient pas, allaient se rencontrer pour la première fois lors de ces moments de recherche, et aussi découvrir l'existence de leurs lieux de lien respectifs. Donc ça, c'est également important pour la suite de l'histoire, de garder en tête que 4 lieux de lien, dont les membres ne se connaissaient pas nécessairement, ont participé à cette recherche et donc ont découvert l'existence d'un réseau de lieux de lien existant en Bruxelles. Alors, ces moments de recherche, au nombre de 4, donc, ont été filmés et organisés au même endroit. Un ancien monastère situé à Gette, au nord-est de Bruxelles. Alors, on ne sait jamais très bien comment entrer dans ce monastère. Si la porte sera ouverte, quelle porte sera ouverte, ni si la salle réservée sera libre à l'heure dite. Car plusieurs activités, des activités sociales, des activités culturelles s'y tiennent en parallèle. Mais les grandes salles lumineuses de cet ancien monastère sont propices pour réunir une vingtaine de personnes et suffisamment spacieuses pour que l'équipe cinéma puisse se déplacer autour du groupe avec la caméra et la perche son. Pour les 2 premiers moments de recherche communautaire, avec l'équipe, nous avions élaboré des activités créatives en amont. Pourquoi? Pour faciliter la participation de tous et de toutes. Alors, comme responsable de la recherche, j'ai la mission de présenter ces activités aux participants, aux participantes et d'en gérer le déroulement. Alors après un petit exercice de mise en mouvement pour prendre conscience de la présence des uns, des unes, des autres, j'invite les participants et les participants à former des petits groupes. Je les invite à partager des anecdotes sous forme de récits inspirés d'images historiques ou d'images de la vie quotidienne qui sont reproduites sur des cartes de jeu. Par la suite, je vais proposer à chaque groupe de présenter les éléments saillants de leurs échanges, en particulier les éléments qui se rapportent au lieu de lien, au lieu en tant que tel, en tant qu'espace, aux liens qui s'y tissent aussi, pour essayer de préciser ensemble des questions de recherche pour la suite. L'ambition était simple. Mobiliser des activités créatives, faire appel à la force du récit pour ouvrir la porte au surgissement, à l'imprévu, au lieu d'enfermer les participants et les participantes dans un discours objectivant, caractéristique de la recherche. En pratique, les activités méticuleusement préparées me semblent excessivement compliquées. En les expliquant, je me souviens d'avoir eu l'impression de fermer les portes que je prétendais ouvrir aux membres, dont l'expérience de la psychiatrie est aussi celle du déni de leurs paroles, réduite à l'expression de symptômes et jugée incompétente. Mais comment pouvait-il en être autrement alors que nous avions conçu ces activités dans une salle de réunion virtuelle, insensible aux échanges humains que nous vivons ici, dans cette grande salle du monastère de Gette. Et pourtant,
Presque sans que j'y prenne garde, la recherche a commencé à se transformer. Lors des échanges collectifs autour du travail des sous-groupes, les membres ont commencé à intervenir plus fréquemment, avec beaucoup plus d'aplomb. Non pas pour préciser des questions de recherche, comme je l'avais imaginé, mais pour échanger sur les activités qui se déroulent dans leur lieu de lien. À quelle heure l'atelier d'écriture poétique a-t-il lieu? Est-ce que ton lieu est ouvert le dimanche et quand sont organisées les visites au musée? À ce moment, la recherche devient communautaire en transformant ne serait-ce que légèrement l'ensemble formé par les lieux de lien, en les reliant par l'intermédiaire de leurs membres dont le paysage de vie et de soins se densifie en retour. La recherche devient aussi communautaire en nous amenant, chercheurs, chercheuses, à questionner nos pratiques de travail, notre habitude de concevoir la recherche indépendamment des personnes concernées et des relations que nous entretenons avec elles, sans interroger suffisamment l'influence de nos préjugés implicites sur leurs compétences et sur leur capacité à prendre part à la recherche. Pour le troisième moment de recherche, arrivé en avance, je me tiens au milieu de la grande pièce vide, au deuxième étage du monastère. Seuls quelques rayons de soleil pénètrent dans l'espace central par les 6 hautes fenêtres de part et d'autre de la pièce. Les tables, toutes un peu caduques, de tailles différentes, sont posées sur l'estrade et les chaises sont empilées dans un débarras. Rien n'est prêt. Hormis quelques activités que nous avons tenté de simplifier, je vous rassure, 2 thermos de café, c'est important, une corbeille de fruits et un plateau de pâtisserie. Je ne sais même pas combien de membres vont prendre part à cette troisième recherche, ni lesquels. Au début, ça me stressait énormément. Car comment finalement s'assurer de produire la connaissance recherchée sans contrôler le nombre et les caractéristiques des participants et des participantes? En fait, au vu du principe de libre participation des lieux de lien, puisque dans les lieux de lien, les membres vont quand ils le veulent, au vu de ce principe de libre participation qui est inhérent à leur fonctionnement, j'ai dû abandonner le principe de l'échantillon qui, lui, est inhérent à la recherche. Au fil des recherches, ça me tracasse un petit peu moins et finalement, à quelques minutes de l'heure à laquelle nous avons prévu de commencer ce troisième moment de recherche, je me résous à quitter cette grande salle aux reflets dorés qui sent un petit peu la poussière chaude pour me diriger vers le jardin du monastère. Les membres s'y sont installés au fur et à mesure de leur arrivée sur des chaises en plastique qui sont disposées au pied d'un grand arbre. Et il faisait très très beau ce jour-là. D'ailleurs, vous allez croire qu'il fait toujours très beau à Bruxelles, parce qu'on a tourné ce film essentiellement au printemps. Quand je rejoins les membres installés au pied de ce grand arbre, je repère une chercheuse qui travaille avec moi. Elle est assise au sein du grand groupe et je vois qu'elle écoute un membre avec attention. Les deux se sont rencontrés quelques jours auparavant, à l'occasion d'un focus group que j'ai organisé pour une autre recherche. Une recherche tout à fait différente, assez classique, commanditée par une agence de recherche européenne. Au même moment, d'autres membres s'exclament à l'arrivée de Maya. Réalisatrice, elle a assisté à plusieurs activités au cours de la semaine précédente dans leur lieu de lien. Pas spécialement pour le projet, simplement parce qu'elle aime être là. Les relations tissées en dehors de la recherche
à d'autres moments, en d'autres circonstances, et où d'autres aspects de nous-mêmes, comme chercheurs, comme chercheuses, peuvent être révélés, semblent donner à la recherche une épaisseur nouvelle. La recherche devient communautaire, la recherche devient communautaire numéro 3, en se dotant d'un tissu d'interconnaissance souple, d'un tissu de confiance qui se compose à son insu, à l'extérieur de ces lieux consacrés, mais en relation avec les membres. La confiance relative à la participation se substitue au contrôle qui est inhérent au principe de l'échantillon que j'ai progressivement mis de côté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Troisième moment de recherche, donc une fois le groupe rassemblé dans la salle, je présente le thème sur lequel nous allons travailler, celui des lieux. Donc des lieux vus comme assemblage de choses et d'êtres au sein d'un immeuble, au sein d'un quartier. On se met en réflexion autour de ce thème, à partir de dessins individuels et collectifs. Les chercheurs et les chercheuses peinent à trouver leur place dans cette activité. Sont-ils et elles légitimes pour dessiner des lieux qu'ils et elles connaissent moins bien que les membres, qui, de leur côté, et en même temps, exigent que les chercheurs et les chercheuses dessinent et participent? Dans les lieux de lien, précise une des membres, personne ne se contente de donner des consignes et de regarder les autres faire. On en parle, on s'ajuste, ça continue. Jusqu'au moment de présenter des dessins collectifs au groupe. Là, surprise. Debout devant leur dessin, 3 membres se mettent tour à tour en avant. L'une esquisse une danse, l'autre se tient droit comme un I, et la 3e personne se penche vers son public, les bras en avant, les bras ouverts. Mais les 3 semblent regarder au-delà de la caméra qui les filme, au-delà de nous-mêmes. En d'autres termes, ils et elles parlent en expert, en spécialiste. Que s'est-il passé? Est-ce le thème de la recherche qui est maintenant mieux défini parce qu'il a été avec la participation des membres des lieux de lien? Peut-être, et tant mieux. Ça a certainement contribué. Où est-ce le court-métrage? Conçu comme une étape intermédiaire dans le travail de réalisation du film, celui-ci avait été achevé quelques semaines auparavant. Il nous avait réunis au sein de différents lieux de lien. La plupart des membres qui participaient à ce 3e moment de recherche communautaire s'étaient vus à l'écran. Au moment de cette 3e recherche, je me demande si finalement c'était cet objet intermédiaire-là qui était né de notre processus de travail commun que nous cherchions en vain. Le film devenait-il acteur de la recherche? Je vous emmène maintenant dans le 4e et dernier moment de recherche communautaire qui a lieu en octobre. C'est une période difficile, proche de la rentrée académique. J'ai eu plusieurs réunions le matin même, des réunions où c'est compliqué d'écouter vraiment, car il faut toujours en même temps se préparer à répondre, à défendre un territoire, même si on tente par ailleurs d'en pointiller les contours, de l'ouvrir autant que possible. En plus, nous avons programmé une projection du court-métrage le soir même, dans le cadre d'un cours ouvert que j'ai organisé à l'occasion de la semaine de la santé mentale. Ça veut dire donc qu'après la recherche, je dois retourner à l'université avec quelques chercheurs, quelques chercheuses, Maya en tant que réalisatrice,
et, je l'espère, quelques membres des lieux de lien. Ça, on ne sait jamais. La surcharge évidente de cette journée, combinée à l'expérience des moments de recherche précédents, me pousse à faire un pas de côté. Du coup, nous formons simplement un grand cercle et je propose de poursuivre nos échanges sur les lieux. Tout en demandant aux participants et aux participantes à cette recherche de nous intéresser un petit peu plus à l'intérieur des lieux qu'aux abords. Donc en réfléchissant aussi au seuil, au moment de passage entre le dehors et le dedans. Après cette introduction, je n'interviens presque plus. Et en fait, les échanges rebondissent de manière assez autonome entre les membres qui se montrent très affirmatifs et qui nous expliquent. Par exemple. On a discuté plusieurs fois, plusieurs journées sur l'accueil à l'espace 51. Donc je ne sais pas résumer ça en une phrase. Si ce n'est que celui qui a inventé les clés a aussi inventé des portes fermées. Au moment de quitter le monastère, à la fin de la recherche, en direction donc de l'université pour cette projection de court-métrage, 3 membres nous annoncent qu'ils viennent à la projection. Arrivés dans l'amphithéâtre, rempli de 200 étudiants et étudiantes en santé publique que je vois assez souvent, parce que j'ai beaucoup de cours au premier quadrimestre, arrivés dans cet amphithéâtre, pour des raisons différentes, je vois surgir à ce moment-là un autre groupe de 7 membres d'un autre lieu de lien. Et ces membres-là n'étaient pas présents à la recherche. Ils avaient décidé de venir ici, finalement, directement. Autrement dit, au départ, on ne savait pas du tout si des membres seraient là, et finalement, ils sont une dizaine. La projection dure 30 minutes, et à la fin de la projection, pendant que les étudiants et étudiantes applaudissent, je fais signe aux membres, je leur fais signe, si vous souhaitez, venez sur l'estrade, venez présenter le court-métrage avec nous. Rien de tout ça n'était prévu, ni que nous allions recevoir ensemble les commentaires caressants des étudiants et étudiantes émerveillés par le film, et accuser ensemble les coups d'autres réactions en faveur d'une psychiatrie plus ferme. Nous découvrons ensemble nos manières de répondre et nos manières de raconter le projet. Lors des projections du court-métrage, et puis lors des projections du film long, que nous avons présenté maintenant une vingtaine de fois depuis juin 2025, nos présentations du projet comportent toujours une part de répétition et une part de transformation nécessaire pour s'adapter aux multiples lieux qui nous accueillent. Salles de cinéma, hôpital psychiatrique, bâtiments administratifs au cœur du quartier européen, salle de cours en école d'art, à l'université, conférences académiques, etc., etc. Nous continuons à apprendre. Presque à notre insu, la recherche se poursuit autour d'un lieu commun, un lieu commun filmique et itinérant. Celui-ci n'est réductible ni au lieu de lien, ni à l'université, ni même au monastère de Jette. C'est un milieu à la fois concret, un milieu animé de rencontres, et abstrait au sens où c'est un milieu qui se déplace vraiment, puisqu'il se détache de territoires institutionnels balisés, tantôt par des murs, tantôt par des méthodes de travail. La recherche devient communautaire en manifestant son inscription dans le champ du tâtonnement, dans les domaines imprévisibles de la rencontre, qui reconnaît progressivement ses acteurs, transforme leurs performances et établit un territoire frontière, un milieu à la personnalité multiple, qui agit
en mode pluriel, pour reprendre les termes de Gloria Anzapur. Au cours des 3 dernières années, je vous avais dit en introduction que j'avais redécouvert la recherche. Eh bien, au cours des 3 dernières années, je pense que grâce au travail communautaire mené avec les participants et participantes au film La Bienvenue, nous avons appris à faire de la recherche. En 2023, lors de la réunion de présentation du projet au lieu de lien bruxellois, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais une membre nous avait affirmé « Nous avons une manière de communiquer que le monde n'est pas prêt à entendre ». J'avais noté cette phrase sans savoir vraiment ce qu'elle voulait dire. Elle me paraissait intéressante, mais j'en avais pas saisi toute la portée. Je l'avais noté aussi sans savoir que cette recherche qu'on s'apprêtait à entamer allait devenir communautaire et sans soupçonner qu'entendre cette manière de communiquer marginalisée par la partition sociale qui sépare raison et déraison, conduirait à l'émergence d'un nouveau milieu. L'image qui illustre le mieux ce milieu, selon moi, est celle que convoque Linda Smith lors d'une présentation de son ouvrage Decolonizing Methodologies. Elle y décrit 2 groupes. L'un est conduit par Jacques Derrida et l'autre est composé de personnes issues d'un peuple autochtone. Les 2 groupes sont placés, comme vous le voyez, de part et d'autre d'une étendue d'herbe vide. Smith propose de déplacer notre attention, qui a tendance à se porter sur ces 2 groupes, et de nous intéresser plutôt à l'espace vide qui les sépare. De nous intéresser aux déplacements qui pourraient, qui peuvent, qui vont peut-être s'y opérer pour construire un milieu, un territoire frontière, comme celui de la recherche quand elle devient communautaire. Quand elle devient communautaire, donc, au sens où j'ai essayé de l'avancer progressivement avec cette histoire. Donc, quand elle s'avère ouverte, fondée sur la participation libre, tissée de relations de confiance et non de contrôle. Quand elle redécouvre aussi son rapport à l'imprévu, à l'imprévisible, et sa capacité à se déplacer, donc à sortir d'un milieu clos, et quand elle l'assume, quand elle l'admet, la possibilité qu'elle a de transformer ses participants ou participantes, non seulement les communautés concernées, mais également les chercheurs et chercheuses qui y sont impliqués. Pour terminer, comme je m'étais engagée à le faire, je vais laisser la parole aux membres des lieux de lien et au film, puisqu'il est devenu un acteur de la recherche. Et je vous partage donc les 5 dernières minutes du film qui termineront cette présentation. Mentaux, ils vont dans les lieux de l'air, en tout cas des difficultés relationnelles, et on sait que les troubles mentaux et les troubles relationnels égale solitude, et que c'est un cercle vicieux. Et forcément, le fait de rester enfermé, seul chez soi, tout ça, ça n'aide absolument pas à trouver ces deux liens. Donc ça rend la chose encore plus compliquée. Je pense qu'ils sont déjà pas faciles à trouver, mais en plus de ça, c'est encore plus compliqué pour les gens qui ont des troubles mentaux ou des problèmes relationnels, parce qu'ils sortent peu et parce qu'ils ont peu de contact avec les gens. Donc voilà, c'est une difficulté que j'ai eue. Après, quand on trouve, après on est très content, et après tout s'enchaîne parce que on découvre un autre lieu, puis un autre lieu, puis un autre lieu, mais d'un point de vue extérieur, c'est difficile. On a parlé de beaucoup de lieux au pluriel, et que ces lieux sont en lien les uns avec les autres. Que rentrer dans un lieu, c'est rentrer dans un réseau de lieux. Enfin, c'était vraiment chouette tantôt. L'un ou l'une dit « Ah, mais tiens, à tel lieu, il se passe ça. Ah, ok, et comment est-ce qu'on peut... C'est quand cette activité ?» Donc, on voit que c'est vraiment des lieux qui sont en lien, quoi. C'est pas des lieux exclusifs l'un de l'autre. Et donc ça, c'est aussi une richesse, je trouve. Au niveau logistique, les réseaux sont divisés en 4 réseaux. Mais en fait, moi, je me rends compte, avec tout un groupe ici, je connais pratiquement tout le monde. Donc, je vous ai vu au moins une fois ou 2, voire beaucoup plus. Et en fait, oui, la loi veut qu'on fasse 4 réseaux différents, mais pour finir,
on fait quand même un peu à notre sauce aussi, et puis on va visiter l'un et l'autre, quoi. Et on va où on se sent bien. Une petite remarque à faire sur justement en démo, mais c'est très anecdotique probablement, mais dans différents modes d'action, il y a laisser la place au chaos. Est-ce qu'on ne mettrait pas plutôt à l'indécidable? L'indécidable. Enfin, en tout cas, qui viendrait se placer à l'inverse, disons, des programmes, quoi, ou d'une... L'imprévu, c'est pas mal. Oui. Ben, oui, l'imprévu, je sais pas. Oui, l'indécidable, ça pourrait peut-être parler en politique, non? Joyeux désordre, alors. Non, c'est pas pour ces textes-là. Nous sommes héritiers, bien sûr, de la thérapie institutionnelle, de l'antipsychiatrie. Ceux qui nous ont précédés, et existent toujours d'ailleurs, s'appellent notamment les clubs thérapeutiques, où toute la mouvance des initiatives en santé mentale, des SSM par exemple, pour dire qu'on n'est pas une génération spontanée, qu'on rentre dans une grande tradition de réflexion de la psychiatrie depuis quand même un grand moment, et qu'on arrive pas n'importe quand dans l'histoire. Si l'enjeu de la santé mentale doit être clairement identifié, il doit aussi être déstigmatisé, décloisonné, désenclavé institutionnellement. Donc comment se rencontrer et comment faire en sorte d'être identifié et d'être soutenu dans l'amplitude qui correspond à nos identités. La pluie tombe sous les formes des humains. Les fleuves emportés par les feuilles des vents ramenaient les ombres. Ça fait jour, ça fait nuit, ça fait l'hiver, la neige tombe. Oh, la pluie tombe. Oh, la pluie tombe. Oh, la pluie tombe. Colorer un peu des ombres. Immense peuple de couleurs colorées. Oups, voilà. Merci. Ouais. On va soirée, moi. Regardez. Ah ben moi j'ai jamais vu ici, c'est la première fois que je viens. Ça va? Ouais. T'es où, Hermine? Je suis ici. Voilà, c'était donc la dernière. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Nous avons décidé avec le collectif de chercheurs, cinéastes qui portent le film de le rendre complètement accessible. Il est donc, moyennant le lien qui se trouve dans cette présentation,
On demande simplement, en cas d'organisation d'une projection collective, de nous envoyer un petit mail à Maya Duverdier ou à moi. Alors, simplement pour continuer à tisser une communauté ouverte autour de ce projet, ou alors pour répondre à des questions complémentaires, ou éventuellement pour organiser un événement. Donc vous retrouverez ici également le nom de toutes les personnes qui ont participé à ce projet assez long. C'est une grande équipe, donc c'est important de citer tout le monde ici. Tous les membres des lieux de lien y ont pris part aussi. Vous les retrouverez dans le générique du film. Et finalement, je ne veux pas faire de la publicité, mais nous avons quand même pris le temps ces derniers mois de rédiger quelques lignes, ou en tout cas d'assembler un ouvrage collectif sur notre expérience de ce projet. Donc cet ouvrage est intitulé, vous le voyez là, Rencontre avec les lieux de lien, santé mentale, recherche et cinéma. Ça va paraître en mai. Et c'est donc un livre qui parle à la fois des lieux de lien, de la recherche et création, et donc qui assemble des témoignages de chercheurs, chercheuses et cinéastes, et des membres des lieux de lien. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Je vais faire passer des petites fiches qui présentent un peu le projet. Il y en a un petit peu moins que le nombre que vous êtes ici présents, mais n'hésitez pas à en prendre au passage et au moins à faire une photo, etc. Et puis, on va enchaîner sur la dernière participation et présentation. Donc là, c'est Noémie, Marcella et Anne qui vont vous relater l'expérience de terrain de cette année de travail sur la question du musée santé mentale au sein du musée Carnavalet. Et vous le relatez sous différentes voies, 3 précisément. Merci Antoine. Alors, merci à toutes et à tous d'être aussi nombreux ici, d'avoir répondu présent à cette journée d'études. Et pour ceux qui sont là depuis le matin, Warriors, ils sont bien là, bien présents. Donc, oui, super. Je vous remercie pour ça. Et en fait, ce que vous savez peut-être pas, c'est que bon, comme moi, j'ai reçu la plupart des invitations, des inscriptions. Je connais un peu les différents lieux desquels vous venez. Et je pense qu'un peu comme ce qu'il disait tout à l'heure Sophie sur le fait qu'on ne se rend pas compte du réseau des lieux qui s'intéressent à une certaine question, qui veulent faire part au commun. Donc vous êtes très très nombreux à venir des institutions culturelles très différentes déjà. Donc il y a des musées, il y a plusieurs musées de Paris, ça nous a vraiment fait vraiment très très plaisir, on vous accueille avec beaucoup de plaisir. Et pas que de Paris, donc notamment j'aimerais savoir les collègues de Dijon, où est-ce qu'elles sont? Si elles sont par là. Merci d'être venus d'aussi loin pour nous rencontrer. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues d'autres villes? Il y a aussi Anne, de Cocon, qui sont venues des Lille. Il y a aussi, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues d'ailleurs? Julie qui est venue des Gironde, des Bordeaux. Et donc vous êtes tellement nombreuses à avoir fait le chemin, soit de prendre votre temps pour être ici avec nous, soit de venir de loin pour partager cette question du musée de la santé mentale. Et pas uniquement des institutions culturelles, il y a des infirmiers, il y a des médecins, il y a des gens qui viennent du monde associatif. Donc c'est vraiment se rendre compte que ce sujet, il nous fait association, il nous fait collectif, il nous fait commun. Donc c'est une graine et on espère vraiment que cette graine elle puisse aller bien au-delà de cette journée d'aujourd'hui. Donc je vous remercie vraiment. Et je profite également pour remercier l'accueil du musée, tous les professionnels du musée qui sont là avec nous depuis ce matin également.
Et j'espère vraiment que ça vous plaît, ce qu'on vit ici. Alors, dans la logique du séminaire Climat de Soins, nous prenons toujours un temps pour partager un terrain. Donc, le terrain pour nous, c'est... bon, Sophie, là, sa recherche a beaucoup de terrain aussi, donc je pense que c'est pas le premier terrain de la journée. En plus, ce matin, il y a eu beaucoup de terrain. Mais le terrain est pour nous le moment où la théorie se rend concrète et elle nous semble vraiment tangible dans nos capacités d'action. Emma, coucou. Il y a une neuroscientifique dans la salle aussi, si ça vous intéresse. Et en fait, ce qui est super intéressant dans le terrain, c'est que la plupart du temps, ce qui est difficile, c'est d'ouvrir le terrain. Donc nous, c'est la deuxième fois qu'on propose au DU des terrains concrets. Donc le DU, donc c'est la formation d'éthique et design et philosophie qui Antoine et Cynthia coordonnent à UCNAM. Et en fait, pour valider la formation, les étudiants doivent faire un terrain. Et le terrain, c'est toujours un moment difficile parce que les gens ne se sentent pas légitimes d'y entrer, parce qu'ils ne viennent pas du terrain. Ils ne se sentent pas légitimes d'y agir, parce qu'ils ne savent pas comment ça va se passer. Et donc la question du terrain est toujours une question difficile. Alors il se trouve que le musée Carnavalet avait très envie de travailler la question de l'inclusion au musée, qui n'était pas un sujet nouveau, Noémie vous en dira. Et donc nous avons commencé à construire ces terrains avec eux. D'abord en se disant que si on voudrait penser la santé mentale autrement par toute la rigidité du système, la question d'accessibilité, qu'est-ce que peut le musée par la santé mentale, qu'est-ce que la santé mentale vient faire dans un musée, il fallait d'abord qu'on déplace nos regards, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à rendre la question de la santé mentale une question du diagnostic, une question d'une seule discipline, qui serait celle de la médecine, du médical, du pathologique, mais plutôt celle de la construction d'une rencontre, la santé comme un lieu de rencontre. Et donc, pour faire ce travail de déplacer le regard et ne plus considérer la fragilité comme étant une chose à part, cet autre que j'accueille, cet autre du musée, cet autre qui n'est pas moi, nous avons commencé à tisser une possibilité d'expérimenter une rencontre. Et donc, la première rencontre que nous avons faite était au printemps, où nous sommes venus rencontrer les agents d'accueil du musée. Nous avons passé une matinée vraiment super enrichissante, où nous avons demandé aux agents d'accueil qu'est-ce qui était pour eux la santé, et plus particulièrement la santé mentale. Et donc, nous avons eu ces moments quelque part de partage des expertises du quotidien, sur la santé mentale, des agents, du public, des professionnels culturels. Et c'est à partir de cet atelier que nous avons pris la première matière pour concevoir un atelier de co-création de ces expérimentations et de ces rencontres. Donc on a réuni à nouveau ici au sein du musée un groupe d'une vingtaine de personnes et nous avons réfléchi ensemble quelles seraient les expérimentations qui pourraient rendre ces rencontres possibles. Quel type d'expérimentation permettrait au musée de penser la santé mentale différemment ou accueillir la santé mentale, produire des lieux de santé. Et une fois que nous avons terminé ça, en fait, on s'est retrouvés avec un tas de potentielles idées à mettre en place et à suivre, et pas beaucoup de gens pour les accompagner. Et c'est là où l'entrée des élèves a été vraiment un moment clé. Ce sont les élèves du DU qui ont accompagné les équipes du musée dans la mise en expérimentation. C'est eux qui ont aussi, quelque part, créé le lien pour que ces expérimentations deviennent une rencontre. Donc on en a fait 4. Et vous remarquerez par exemple qu'il y en a 2, la Chorba au musée, l'art-thérapie au musée, qui n'étaient pas inconnues des activités du musée. Ce n'était pas la première fois qu'elles étaient réalisées. Mais le fait d'associer un nouveau groupe d'étudiants, de vouloir mener une observation autour de ces questions, les a mises au même pied d'une expérimentation toute nouvelle.
Parce que quelque chose qui est répété, mais qui est répété avec une nouvelle intention, elle se renouvelle. Et donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose tout en faisant pareil, tout en faisant comme avant? Oui, on peut en fait rendre une activité du quotidien, une pratique qui est déjà connue, une expérimentation, si on décide de la faire observer, de la faire partager et de faire de cette expérimentation une rencontre. Et donc, les 4 expérimentations, elles ont été réalisées entre les professionnels du musée et les agents, et les étudiants, très attentifs. Et le seul consigne que nous avons donné, c'était de recueillir librement toutes les avis, les dessins, les écritures, les photos, toutes les productions de ces expérimentations. Et ce qui s'est passé, je vais laisser Noémie et Ambre vous raconter. Merci Marcella. Alors oui, moi je raconte un petit peu les choses aussi côté musée, comment ça s'est passé tout ça, donc tout à fait comme Marcella l'a décrit, c'est parfait, on est d'accord. On a lancé des choses ensemble avec 2 questions que j'ai recopiées là pour parler, voilà, qu'on avait énoncées comme les enjeux au départ. Comment intégrer l'attention, l'écoute et la bienveillance au musée, dans notamment les questions d'accueil et de médiation. Et comment créer un environnement où chacun, chacune se sente bien physiquement et mentalement. C'était les 2 premières questions qui ont précédé un peu les ateliers de co-création qui ont eu lieu donc, il y a à peu près 1 an. C'était en mai et en juin 2025 qu'on a lancé ce projet ensemble avec Marcella et Antoine, et auquel Ambre rapidement aussi s'est jointe. On a fait ces premières séances de co-création, je ne vais pas tout raconter. Et puis est venu le temps des expérimentations. Et donc là, comme l'a dit Marcella, l'enjeu c'était pour nous que les choses se fassent dans la mesure aussi de ce qu'on pouvait mettre en place, accompagner, absorber. Donc là, j'avais repris un peu le déroulé, les modalités. Hop, c'est pas la peine. Donc on a eu voilà, cette proposition à peu près au moment de l'été, de la rentrée. Marcella m'envoie un petit mot en disant on a une idée, on a parlé avec Cynthia Fleury, avec Antoine, on a proposé que les expérimentations du projet au musée soient le terrain des élèves du DIU, philosophie, éthique et design. Donc j'ai trouvé que c'était une super idée tout de suite. Et on a tout de suite dit oui, et puis après on s'est dit ok, mais maintenant voilà, va falloir mettre en place les expérimentations pour que toutes ces personnes hyper motivées aient des terrains. Donc 4 groupes, 4 expérimentations, et c'est là qu'on a pu en effet, et je suis vraiment très contente qu'on ait fait ça et de constater, comme tu l'as dit, ce qu'on a partagé ensemble, que ça a vraiment bien marché. C'est-à-dire qu'il y avait des expérimentations nouvelles, Carnaval et Respire, et puis le sac sensoriel qui a été mis en place par Susanna Buston, qui est là, ici dans la salle, qui au sein du service des publics du musée a testé aussi cette nouvelle proposition. Et puis 2 expérimentations pas nouvelles, qui existaient déjà et qu'on a pu revisiter, réactiver grâce à cette démarche de observation, terrain, recherche, voilà, action. Du côté du musée, ce qui était important, parce que Marcella m'a dit, ce que tu pourrais raconter, c'est comment ça vous fait, vous êtes chez vous, et puis il y a des gens qui rentrent et qui viennent chez vous et qui vous disent, qui viennent vous regarder. Alors nous, on ne vit pas vraiment comme ça, parce que chez nous, c'est déjà un endroit où il y a beaucoup de monde qui entre, qui fait plein de choses. Tous les visiteurs, au Carnavalet, c'est 1 million de visiteurs par an, donc il y a voilà, beaucoup de personnes. On est déjà dans cette démarche aussi d'accueil, de regards variés. On a rénové Carnavalet entre 2017 et 2021. On a rouvert donc aujourd'hui depuis 5 ans, en mai 2021. Et on a mis en place déjà dans le musée, donc là je le redis rapidement parce que c'est pas le lieu ici, mais on est déjà dans une volonté d'accessibilité, de pouvoir permettre aux visiteurs et visiteuses de faire la visite ensemble, en autonomie, avec des œuvres à hauteur d'enfants, avec des dispositifs d'accessibilité dans toutes les salles,
du braille, des textes simplifiés. Donc voilà, on a déjà cette démarche-là. On a déjà aussi un musée qui est attentif à des questions plus questions de société, aux enjeux actuels, hein, questions de société. Évidemment, parmi ces questions, le sujet de la santé mentale est un sujet important. On a déjà aussi mis en place, grâce, on va laisser allumer quand même en passant, au soutien du fonds de dotation Entreprendre pour aider, on a pu mettre en place un programme d'art-thérapie important au musée. Et donc, tout ça, c'est le lieu dans lequel vont pouvoir se glisser, s'infiltrer ces terrains, ces observations, ces élèves du diplôme interuniversitaire, des IU. Voilà, donc c'était assez naturel chez nous, en tout cas pas en soi au musée, je pense, mais juste parce qu'on est dans cette démarche depuis la rénovation, depuis l'impulsion, même avant la rénovation donnée par Valérie Guillaume, qui est la directrice du musée, d'être vraiment de transformer le musée aussi de plein de manières. Et puis, ce que je peux ajouter aussi, et ce qui était intéressant dans ce travail qu'on a pu faire ensemble, ce projet qu'on a pu mener ensemble, et ensemble au sens très large de plein de gens, c'est que nous, on est une petite équipe. On ne peut pas développer un grand plan quinquennal, tout un tas de choses, très ambitieuses, on va dire. Alors l'ambition, elle ne se situe pas dans l'envergure, mais elle se situe plutôt, ça reste très ambitieux, mais c'est par petites touches, par ce qu'on est capable de mettre en place à un endroit, à un autre, comment on est capable de réactiver des choses existantes, mais qu'on a besoin de réoxygéner, et puis comment c'est au compagnonnage, cette relation entre le projet à l'origine et puis le DU ensuite. Ça vient aussi nous nourrir, nous oxygéner, nous redonner d'autres regards. Ce qui était hyper important aussi pour nous dans ces observations, c'était qu'elles étaient accompagnées. Et là, je tiens à remercier vraiment Antoine et Marcella pour cet accompagnement, et Cynthia Fleury évidemment, puisque les élèves du DU bénéficiaient vraiment de tout cet accompagnement méthodologique, théorique, pour pouvoir faire cet exercice, j'ai trouvé moi de la bonne manière, en tout cas de se positionner aussi dans le musée. Et puis ce qu'on peut dire, on en a discuté rapidement avec Susanna, là, avant que je prenne la parole tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé dans ces différents temps d'observation. Donc ce qui a pu être intéressant parfois, c'est la façon dont les échanges avec les élèves du DU sur nos sujets, leurs questionnements sont venus vraiment nous mettre ce que j'ai dit déjà ce matin, je ne veux pas forcément le redire, mais nous faire repenser les choses, repenser des modalités d'accueil, de médiation. Aussi de constater que parfois on leur proposait une expérimentation, une observation d'un dispositif, et puis qu'en fait ils faisaient complètement autre chose à côté, mais c'était, voilà, c'est très bien aussi, c'est ça qui a été intéressant, c'est-à-dire ils ont joué le jeu aussi de l'observation du dispositif en question et proposé autre chose. Pardon, je sais plus de quel groupe il s'agit, mais c'est le groupe qui était sur le sac sensoriel et qui est parti sur la déclaration des droits de l'homme, et c'était super, et la restitution ce matin était super aussi. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses-là, et notre capacité, je pense, d'adaptation, d'accepter, qui s'est conclue hier avec, on en a parlé aussi ce matin, mais l'installation qui vous accueillit dans l'orangerie, que les participants du DU ont préparé, où Susanna est ici présente, leur a dit, pour votre présentation, ce que vous voulez, vous pouvez prendre les tables et vous pouvez utiliser les tables comme vous voulez, et puis on est revenu, et en fait, on n'avait pas anticipé qu'ils allaient utiliser les tables de cette manière-là, idéale, et c'est très chouette d'avoir pu de constater aussi que nous, en tant qu'institution, que le musée est en capacité d'intégrer ça, d'accompagner, que tout ça se passe aussi dans la fluidité. Voilà, donc ce qui était intéressant, c'est la façon dont ce projet-là, en fait, il s'est un peu infiltré par petites touches, parce qu'on l'a rendu possible évidemment, parce qu'on l'a fait ensemble, en concertation. Et l'enjeu, donc l'un des mots-clés que j'ai mis dans cette seule petite slide que j'ai rapidement composée avec des Marcella, merci d'avoir porté tout le PowerPoint. Cet enjeu de porosité, c'est vraiment quelque chose qui nous interroge et qui nous intéresse au musée Carnavalet, pour cultiver cette porosité, c'est-à-dire faire du musée
qui peut être souvent perçu, vécu et même revendiqué parfois comme un espace clos, hermétique, pour plein de raisons. Comment il peut être aussi plus attentif, plus poreux aux préoccupations, aux questions de société, aux vulnérabilités, aux situations diverses et variées, voilà, qui traversent toute la société. Et donc, c'est ça que je pouvais partager rapidement. J'espère que c'était assez rapide. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Moi, je voulais revenir sur une des premières références qui nous a sûrement quelque part un petit peu inspiré pour aussi développer le projet qu'on a fait ici. C'est un projet d'un artiste qui s'appelle The Vacuum Cleaner. Son vrai prénom, c'est James E. Peters. C'est un artiste anglais qui a travaillé avec la Chisenhall Gallery à Londres sur un projet qui s'appelle A Manifesto for 2.8 Million Minds, un manifeste pour 2,8. D'ailleurs, je crois que c'est billion, pas million, je me suis trompée, pardon. En 2022, et en fait, ce projet est constitué très rapidement de une année de travail avec des jeunes et des artistes à Londres, surtout autour de la galerie, pour développer un sorte de manifeste qui reprend qu'est-ce que c'est la santé mentale pour ces jeunes et pour ces artistes qui ont accompagné ces jeunes pendant un an, pour produire un document qui est entre un manifeste et un sorte de document de politique publique pour aussi guider des formes de soutenir la santé mentale à la fois dans les espaces culturels, soutenir la santé mentale des artistes et soutenir la santé mentale et financer des dispositifs pour soutenir celle-ci dans des lieux culturels mais aussi institutionnels de soins. Et ce qui nous a intéressé dans ce papier, c'est que c'est à la fois une sorte de récolte sensible de plein d'éléments qui parlent de cette question, mais c'est aussi un outil qui est totalement mobilisable pour plein de différentes professions pour aborder comment on prend soin de la santé mentale et des jeunes et des artistes à différents endroits. Et donc ça fait des liens avec ce que tu disais tout à l'heure, Sophie, de comment faire recherche autrement et comment, en faisant ça, on crée aussi des outils qui sont activables par ailleurs. Et ça, c'est une très bonne transition pour moi. Avant, je voudrais juste mentionner une chose, c'est que ce matin, on parle de compagnonnage, et il se trouve que James et le curateur de la Chisenhall qui a porté ce projet, j'ai compagnonné avec eux précédemment, donc c'est extrêmement, très belle lignée pour moi de pouvoir en parler aujourd'hui, donc je suis très contente de faire ça. Ça m'emmène à vous parler, je vous ai parlé du début, et donc maintenant je vous parle de la toute fin de ce projet, parce qu'en fait, la façon dont on a travaillé pendant un an, c'est au départ à partir ce document qui était un sorte un cahier scrapbook où on a proposé aux étudiants du DU de l'emmener avec eux dans leur carte d'expérimentation et de récolter des matières sensibles, de récolter des témoignages, des photos et de les mettre dans ce document-là qui... Tiens, je te laisse le feuilleter. Et en fait, l'idée, c'était que ce livret, c'était c'était un livret de travail qui était censé être complété au cours de l'année et qui surtout allait donner lieu à une seconde forme et peut-être une troisième forme dans le futur, une quatrième, etc. Et en fait, la seconde forme, c'est une boîte que vous voyez juste là. On s'est dit, en fait, à la fin du projet, quand les 4 expérimentations sont venues à leur terme et qu'on a pu aborder, donc, comme Noémie en a parlé, les enjeux institutionnels, relationnels, la lutte contre la stigmatisation et institutionnelle, voilà. Institutionnelle, sensorielle, relationnelle et lutte contre la stigmatisation. Ils apparaissaient dans un certain ordre parce que le document était fait de cette façon-là, et on voulait que cette seconde édition du livret, elle échappe justement au fait qu'il y ait un ordre pour présenter ces 4 thématiques, d'où le fait de faire une boîte et d'aller vers plus une boîte à outils qui est mobilisable dans tous les sens en fait. Donc c'est celle-ci, c'est la boîte. Tiens, je suis assez... Je vais d'abord parler des deux images que j'ai mises là, qui sont les 2 images d'inspiration. Parce qu'en fait, quand on a eu cette idée de faire une boîte, j'ai pensé à la boîte embellisse de Marcel Duchamp, qui évoque la photo du milieu, parce que c'est une boîte qui est une boîte musée, donc ça faisait aussi sens avec le musée Carnavalet.
Et en fait, en parlant de Marcel Duchamp avec Antoine et Marcella, est aussi venue la réflexion d'Antoine sur l'œuvre Les Trois Maîtres étalons, qui est la première œuvre que vous voyez là, où Marcel Duchamp prend un fil de 1 mètre, le fait tomber, et à partir des courbes qui sont créées sur le sol, crée 3 règles d'1 mètre qui réactualisent en fait le maître étalon dans sa normativité, disons. Et donc on voyait une sorte d'écho très clair avec ce qu'on a essayé de faire pendant cette année-là, de montrer que les normes sont là quelque part par hasard et que du coup on peut totalement les questionner. Ce qui nous a totalement... c'est incroyable de voir que Marcel Duchamp a plein de liens avec nos questions d'inclusivité et ici en santé mentale. Donc maintenant on vous présente la boîte. Donc cette boîte elle a été faite à 4 mains avec Marcella, Antoine et Mathieu Guémer, un artiste et architecte avec qui on a collaboré, où, donc comme je vous disais, les quatre enjeux ont été essentialisés pour pouvoir être considérés comme des sortes d'outils ou de pense-bêtes ou de fanions ou ce que vous voulez en fait. Avec au centre la seconde édition en fait du carnet que je viens de vous montrer, avec qui reprend le travail du premier carnet et qui est terminé en fait par le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que tous les documents ici ils vont aussi être accessibles dans un PDF qu'on pourra partager dans un second temps. Et je voulais aussi vous parler des poignées que Antoine a faites, qui sont en fait un rappel très clair à l'œuvre des 3 maîtres étalons, parce que donc la poignée originale, qui est celle du livret principal, un livret introductif, c'est la poignée qu'on a reçue quand on a acheté le porte-document. Et pour justement en faire autre chose, on a proposé à Antoine de faire des poignées différentes pour les 4 thématiques qui, dans leur forme, si tu veux employer aux Antoine, c'est aussi bien sûr, reprennent le parcours sensible de différentes personnes dans le musée. Donc il y a différents niveaux de lecture à cette poignée, ce qui est très beau, je trouve. Oui, ben, je vais compléter pour aider André aussi, parce qu'on a présenté déjà ce matin la boîte pour ceux qui n'étaient pas là. Donc bien sûr que l'effet waouh, il n'est pas tout à fait le même, mais il est toujours là. Parce que ce qui est intéressant, c'est que Marcel Duchamp, il a fait un ready-made. Il a transformé des objets du quotidien dans des objets qui pourraient être résignifiés, réquestionnés, mais avec le ready-made, la chose était déjà faite. Alors que dans le ready-to-care, tout est encore à faire. Donc le soin, il est encore à construire. Et donc ce livret qui est devenu une boîte pour marquer magiquement, comme tous les objets artistiques, la fin d'une étape, va être digitalisé et des expositions pour qu'ils puissent inspirer d'autres pratiques. Et pour que notre souhait, c'est de continuer à faire du ready to care de manière à ce que le soin puisse aussi atteindre tout son niveau artistique, de ce que ça veut dire faire de l'art en soin, faire du processus artistique une capacité de recomposer notre capacité de vivre ensemble et de faire de la santé. Alors voilà, et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et avant de passer et je vous remercie aussi pour le compagnonnage de cette année. Il y avait toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Et avant de passer à la surprise, qui est la dernière étape de notre atelier de cet après-midi, de notre séminaire, je voudrais quand même savoir s'il y a des questions parmi les personnes qui sont là. On peut prendre 2-3 questions avant de passer à l'étape d'après. Merci. C'était juste pour expliciter les poignées, là, le parcours. Antoine, comment tu as écrit ce passage du tactile? Qu'est-ce qu'on doit y lire, en fait? Est-ce qu'on peut le lire? Alors, est-ce qu'on doit y lire quelque chose? En fait, à chaque fois, je ne sais pas si tu te souviens, dans les outils de représentation dont on avait parlé ensemble dans des l'année dernière,
il y avait cette espèce de courbe où on venait marquer à quel moment on sentait qu'il y avait un point d'attention soutenant ou un risque stressant dans un parcours, que ce soit dans un hôpital, dans une ville ou ailleurs. Et donc ça représente un petit peu ça, c'est-à-dire que chacune de ces poignées est une courbe, comme si elle avait été mise en volume, tournée, d'une traversée du musée. Alors il y en a, comme disait Valérie, mais là, lui, il avait l'air bien stressé. Et puis il y en a d'autres qui sont plus en mode contrôle, et d'autres où c'est plus des vagues plus ou moins importantes. Mais c'était un petit peu cette symbolique qu'on avait envie de reprendre. Et surtout pour reprendre un peu le clin d'œil que me disait André avec Claude de Duchamp, sur le fait d'avoir un étalon qu'on peut avoir, de se dire on voudrait que la visite se passe de telle manière, on voudrait que le soin se passe de telle manière, et puis chacun va le vivre avec ce qu'il est, son corps, son expérience, son histoire. Et ce vécu, il prend une forme singulière à chaque fois. Donc, c'est que des pièces uniques qui sont tournées dans des bois qu'on a trouvés en Creuse. J'habite. Vous avez des questions aussi pour Sophie. Sophie est là. Oui. Non, pas loin. On va prendre encore 2 questions. Oui, bonjour madame Sophie. Dans tout ce que vous avez montré, qui est absolument incroyable, parce que ça déconstruit et ça nous permet est-ce que vous avez abordé, ou là vous n'avez pas abordé en tant que tel, en tant que mot, mais est-ce que le poiein, c'est-à-dire le faire, l'art en train de se faire, ou la recherche en train de se faire, est quelque chose que vous pourriez aborder, ou c'est trop compliqué par rapport à ce que vous voulez donner à voir? Alors, ça pourrait être très très long et très très compliqué, c'est vrai. Mais juste peut-être en 2 mots, je pense que la recherche en train de se faire, et peut-être autour de l'art en train de se faire, parce que finalement c'est ce qui s'est passé, la recherche a vraiment démarré quand elle s'est reconstituée autour du film, je pense. Offre un territoire, je pense, ce milieu, ou en tout cas permet de réimaginer un milieu qui est peut-être libéré, ou partiellement en tout cas, des attentes disciplinaires ou des attentes spécifiques aux différentes disciplines ou tout simplement aux différents milieux qui sont indiqués au départ. Et je pense que c'est intéressant autant pour la relation de recherche que pour la relation de soins. En fait, de se demander, tiens, comment est-ce qu'on crée un espace dans lequel on peut faire un pas de recul par rapport à ce qu'on attend. Donc, par rapport à une relation de soins, par exemple, on va attendre que la personne soit autonome, que la personne recherche sa guérison. Comment est-ce qu'on fait un petit pas de côté par rapport à ça pour essayer de réimaginer des objectifs communs. Et peut-être que le fait de penser en faisant, et de penser en faisant du cinéma ou en faisant du design, permet plus facilement de prendre de la distance et de se détacher. En tout cas, c'est ce qui ressort de notre expérience. Bon, je vais prendre une toute dernière question, s'il y en a dans la salle. Ne partez pas sans prendre la parole si quelque chose vous a vraiment inspiré. Là, tout le monde lève le main. Ok, bon, bah, si vous n'avez plus de questions, on va en fait passer à ce qu'on a nommé dans le PowerPoint, comme disait Noémie, surprise. Alors, merci. Avant qu'on fasse...
Quand j'ai sollicité un entretien avec vous, Jean-François, qui aurait cru qu'on se serait ici ensemble ce soir? Et si nous chantions ensemble? Tout est dit. Et il y a donc un après. Si, donc du possible, pourquoi pas, m'aviez-vous répondu? J'aime les projets un peu fous. Nous chantions, mondes en voisinage, nous, agents du musée, de la Chorba, étudiants, enseignants et même public, compagnonnage. Chantions. Nous sommes tous des personnes traversées par les sons, corps en vibration, en mouvement. Faire du commun en laissant reposer nos fatigues, nos frustrations, nos interrogations, avec juste le plaisir d'être ensemble. Être et faire ensemble. Sans hiérarchie, rôle, place, création d'une trame créative de relations sensorielles, loin des stigmates, au sein de l'institution, ouvrant à du réel en devenir. Merci Jean-François. Merci Pierre d'avoir accepté de jouer le jeu et de nous accompagner. Et merci à vous tous et toutes choristes et au public, et viva la musica! Viva! Viva! Je suis née ici, par mon fils. Je suis de Paris, pas de Paris. J'ai jamais connu Cap Calloway. J'ai jamais reproduit sur Broadway. Je connais pas si, par Albany. Je suis pas Yankee, et un titi. Moi c'est pas pour les cocoricots. Il y a aussi du mauvais dans l'Ohio. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Je veux faire un show de mon palier, mais du nouveau, c'est tout ce que je veux. Mais je veux pas copier Ginger Rogers, ou pas toujours avec Carlos. Je veux Side Story, c'est bien fini. Les parapluies, c'était joli. Mais je veux faire quelque chose à moi. Faudra travailler, mais pourquoi pas? Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Les claquettes, c'est plus notre époque. La métropole, oui, meilleure, c'est plus la meilleure. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal. Ça balance aussi. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal. Ça balance aussi.
toujours pas terminé. En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue. S'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revu. Cette chanson il composa, espérant que son inconnu un matin de printemps l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop pleine pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupe plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans ton cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite envigote, je sens ta melotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qui flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, l'ombre de ta nuit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Quand nous chanterons au temps des soleils, quand nous chanterons au temps des soleils, quand nous chanterons au temps des soleils, Quand nous chanterons le temps des services, des guerres aux signaux, les mers de mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le maire de mon cœur. Voilà.